Madame, Monsieur, bonsoir, nous sommes le lundi 19 mars 2018. Bonne fête à Joséphine et bienvenue à tous. Dans les tiroirs depuis des années, débutée en février 2017, elle a été inaugurée ce week-end. La Maison des services et de la solidarité accueille maintenant le centre communal d'action sociale. Elle permet d'assurer sur un même site l'accès des usagers aux services publics qui relèvent de l'État et des collectivités. Dans les tiroirs depuis des années, débutée en février 2017 et inaugurée ce week-end, la Maison des services et de la solidarité accueille le centre communal d'action sociale. C'est-à-dire que moi, l'initiateur du projet, où sur l'ancien site où était la communauté de communes, c'était le place Stalingrad. Donc ce lieu, il est situé entre la halle du marché couvert et la mairie. Et les gens, ils font un circuit entre les deux. Donc un jour, en faisant mon marché, j'ai eu l'idée, tiens, de créer cet immeuble et donc de créer un rez-de-chaussée, faire comme des arcades où des commerçants ambulants pourront venir s'installer pour le marché, parce que le marché de Commentry, c'est un des marchés les plus courus dans le secteur. Et puis donc, concomitant à ça, on avait le projet de réaménager le CCAS et la communauté de communes dans cet immeuble. Ça fait que tout le secteur du centre-ville, où ce sont tous des bâtiments vétustes, vont pouvoir être réaménagés dans un futur plus ou moins moyen-long terme. Elle permet d'assurer sur un même site l'accès des usagers aux services publics qui relèvent de l'État ou des collectivités. Une maison de service public n'est pas une simple juxtaposition de services, mais une réponse à des besoins de proximité. La création d'un équipement comme celui-ci doit s'inscrire dans une logique de qualité en vue d'améliorer le service rendu et de créer des synergies entre chaque partenaire. Oui, parce qu'ici nous avons donc le CCRS au deuxième étage et puis la communauté de communes qui est en rez-de-chaussée. Et au troisième étage, on a une salle de réunion qui est mutualisable, où chacun pourra, avec un planning, pourra l'utiliser. Installé dans ces nouveaux locaux, au cœur de ville à proximité de la gare SNCF, un environnement propice au développement de la politique familiale de la ville. Alors, une maison de la solidarité, c'est un endroit où sont concentrés les services qu'on peut proposer donc à la population, donc le CCAS, enfin voilà tout ce qui a été décrit au cours de cette inauguration. Et alors ici, on a vraiment la chance d'être dans un endroit, franchement, c'est vraiment magnifique. En plus, il y a eu cette volonté de conserver les belles choses anciennes, historiques, qui appartenaient à ce bâtiment, et c'est vraiment l'endroit idéal justement pour rassembler tous ces services. Une maison commune en fait où on peut échanger et puis venir chercher le renseignement et de l'aide sociale ou juste de l'aide. Être le premier guichet d'accueil pour les Commentiens. Par exemple le remplissage de documents, de formulaires pour des demandes d'un logement social par exemple, ou d'aide au logement, c'est tout ce genre de services qu'on peut retrouver dans ce genre d'endroit. Et vous voyez, elle se sépare en deux, avec une cloison mobile, et elle est équipée d'un TBI. C'est la dernière technologie, la plus avancée, la plus moderne, puisqu'on peut se connecter, que ce soit avec des tablettes, avec des iPhones ou avec des ordinateurs portables. Comme on me dit toujours que je suis un maire connecté, voilà, donc j'ai un peu insisté pour qu'on ait cet équipement ici. Effectivement, c'est la technologie moderne, c'est l'avant-garde. Comme le bâtiment s'y prête, j'aime bien être à l'avant-garde, moi, toujours. À la Maison Bonnat et Vaux-les-Bains, c'est le rendez-vous des auteurs. Et nous avons rencontré donc Stéphanie Guignon qui nous présente son dernier roman, Promets-moi. Les chambres d'hôtes à Vaux-les-Bains, c'est la maison du docteur Bonnat. Située en centre-ville, des chambres de charme et de grand confort. Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous recevons donc Stéphanie Guignon qui vient de sortir son livre Promets-moi et vous allez voir qu'il nous promet beaucoup de choses. Stéphanie, bonjour, comment va? Bonjour, très bien, merci. Vous habitez Chénérail dans la Creuse. Tout à fait, depuis 20 ans. C'est votre deuxième ouvrage. Oui. Donnez-nous un petit peu l'histoire un petit peu de Lucas, de Louis. Qu'est-ce qui se passe dans ce livre? Alors, c'est l'histoire de Louis, Lucas et Joanne. Louis et Lucas sont frères jumeaux. Joanne et Lucas sont amis depuis de nombreuses années. Lucas est malade.
Il va recevoir une grève de cœur et juste avant d'entrer au bloc, il fait promettre à son frère de veiller sur Johann s'il lui arrive quelque chose. Son frère refuse tout d'abord, puisque Louis et Johann se vouent une inimitié mutuelle. Et puis il finit par accepter, en pensant qu'il n'aura jamais à tenir cette promesse. Mais le destin voilà, en décide autrement. Et le voilà confronté à cette promesse et cet engagement qui le ronge. En parcourant un peu votre livre, j'ai vu qu'il y a un rapport avec le tsunami meurtrier au Sri Lanka et dans les îles. Le récit est structuré en fait à la manière d'un journal, mais avec une temporalité qui n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'il y a des flashbacks de la rencontre de Johann avec Lucas. Et ils se sont rencontrés à l'occasion d'un voyage humanitaire au moment du tsunami en Indonésie. Voilà, donc ils se sont rencontrés là-bas et ça a son importance effectivement puisque Lucas ramène de ce voyage un porte-bonheur qu'il confie à son frère. Et ce porte-bonheur va être un petit peu le fil conducteur du livre. Oui, parce qu'il y a toute une légende qui l'entoure et il va être le fil conducteur de l'histoire. Alors pourquoi ce titre « Promets-moi » parce que c'est un peu ce qu'on peut attendre d'une personne justement quand on a un engagement et qu'on souhaite que cette personne le tienne à tout prix. Et c'est deux mots qui peuvent changer une vie finalement quand on tient cette promesse. C'est un roman qui est autobiographique ou une fiction complète? C'est une fiction complète. Alors bien entendu, ceux qui me connaissent retrouvent dans les personnages des traits de caractère des personnes qui m'entourent. Je pense que j'ai pioché justement dans mon entourage différentes manies, différents traits de caractère, mais sinon c'est une fiction. Alors le premier roman donc s'appelle « Il sera une fois ». Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui essaie de se reconstruire après un drame familial. Elle a perdu son mari lors d'un accident de voiture et cet accident a laissé sa petite fille dans le coma. Et pour se reconstruire, elle déménage parce qu'elle supporte plus la maison où elle vit et qui est remplie de souvenirs. Et elle arrive dans un petit appartement sur Guéret. Et dans cet appartement, elle trouve le journal intime d'une ado écrit 12 ans plus tôt, jour pour jour. Elle n'y accorde pas vraiment d'importance et puis un soir elle décide quand même de lire la première journée de ce journal et elle l'abandonne rapidement et elle s'aperçoit finalement qu'en lisant une journée dans ce journal, elle a reculé elle d'une journée dans le temps et donc elle peut réécrire son histoire. Donc voilà, mais c'est pas sans conséquence. Voilà, c'est pas sans conséquence et effectivement elle s'aperçoit au fur et à mesure de son avancée que le fait de changer une chose, ça peut avoir des conséquences. Passer les potes journées, on va dire. Exactement. Comment vous viennent ces idées d'écriture de ces sujets Alors, je pense que pour écrire, il faut peut-être avoir une part de folie, peut-être, oui. J'imagine. Mais finalement, c'est un peu comme lorsqu'on va au cinéma et qu'on voit un film et qui s'imprègne et qu'on en garde un souvenir. Moi, je ne vois pas forcément de film, mais l'histoire... Qu'est-ce qui fait pour vous de déclencher une histoire comme l'histoire de Lucas et Louis? Bon, je peux comprendre, mais l'histoire du premier livre, il faut un déclencheur, quelque chose. Bien sûr qu'il y a un déclencheur. Je pense que quand on perd quelqu'un trop tôt, on a besoin de... Enfin, c'est vrai pour mon premier roman, Il sera une fois, ou même avec Promets-moi, c'est toujours ce besoin de créer du lien, même s'il est chimérique, mais le besoin de garder encore cette personne avec nous. Ce premier livre est plutôt autobiographique? Non, c'est aussi une fiction, mais bien sûr qu'il est imprégné en tout cas d'un désir de créer du lien. Et on se dit, si on pouvait vraiment nous réécrire notre histoire, est-ce qu'on le ferait avec les conséquences ou pas? Écoutez Stéphanie, je vous remercie d'avoir passé quelques instants avec nous. Eh bien avec plaisir. Chers amis, je vous donne rendez-vous, donc si vous êtes acteur, écrivain, vous avez des histoires à raconter, vous avez des contes sur la Creuse, vous avez des légendes, vous avez un parcours de vie à nous faire parvenir, donc n'hésitez pas, vous contacter sur la page Facebook Info en Creuse, et nous on sera un plaisir de vous accueillir. À bientôt. En rugby, c'est la fête à Montluçon.
C'est la montée en Fédéral 3 pour l'Ovalie Club de Montluçon. Leur prochain match aura lieu le 25 mars 2018 à Brioude. En football, Montluçon fait match nul 1-1 contre Limonest samedi 17. En cyclisme, c'est Béranger Brossel qui remporte le 36e prix de cross à Domérat. Mauvaise nouvelle pour les marcheurs, la Clermontoise, qui aurait dû avoir lieu normalement en mai prochain, a été annulée faute d'accord avec la municipalité. Les Jeux paralympiques en Corée du Sud ont refermé leurs portes. Une moisson pour l'équipe de France avec 20 médailles. Il y avait du monde à Montluçon hier soir, place de la Comédie. Une centaine de figurants pour une scène du prochain film de Jacques Baudouin, Le Vampire de Montluçon. Peut-être avez-vous aperçu des créatures étranges dans les rues de Montluçon. Mais ne vous affolez pas, c'est un tournage de film. Sur le roman de Philippe Châtel, Jacques Baudouin, réalisateur local, tourne un film à Montluçon. Avec sa caméra, il sillonne les rues de Montluçon en compagnie d'un triste vampire. J'ai commencé en 1964 avec un petit groupe de jeunes, c'était en 8 mm, j'ai vraiment commencé à faire, c'est en 73 où j'ai commencé vraiment à travailler avec le 16 mm. Ça s'appelait Requiem, c'était sur le Requiem de Berlioz. Une photo et un commentaire sur les réseaux sociaux, et ce sera la conduite du film. Comment j'en suis venu à ce film, déjà ? Il y a Dominique Filton qui a fait des photos du vieux Montluçon qui a mis sur Facebook. Et puis il y en avait une qui était bien, qu'il avait bien arrangée, sombre, et puis il a dit faites attention, il y a un vampire qui se balade dans Montluçon. Alors moi j'ai dit tiens, comme je cherche à faire un film sur Montluçon, pourquoi je n'écrirais pas un scénario là-dessus ? Jacques a d'abord écrit un premier jet. Il me l'a envoyé. On a travaillé ensemble dessus, on a décidé de modifier quelques petites choses. J'ai dû m'adapter parce que le cinéma, c'est pas du roman. On peut pas avoir absolument toutes les scènes. L'histoire, c'est en fin de compte un vampire qui suce le sang des gens, mais alors franchement, il évite de leur sang carrément. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucun problème. Bon, des fois, on a peur qu'il y ait l'eau, mais bon, l'eau n'arrive pas. Donc, jusqu'à maintenant, tout va bien. Hier soir, d'ailleurs, on a tourné une scène dans le Vieux-Montluçon, la nuit. Il y a une poursuite du vampire avec le Tête de Mort, qui est donc l'allié de Gorge Chaude, du capitaine de gendarmerie. Donc on a fait ça hier soir. Donc Montluçon sera bien vu dans les prises de vue, parce qu'on a fait le plus possible pour qu'on puisse admirer Montluçon aussi la nuit. C'est très beau. Et puis il y a des scènes aussi qui vont se passer dans des restaurants. Il y a des scènes qui se sont passées dans une église, qui n'est plus une église d'ailleurs, faut bien le dire. Il y a une scène aussi qui va se passer dans une morgue. C'est pas bien marrant, mais enfin bon, c'est comme ça. Que l'on se rassure, son film n'est et restera qu'une fiction. La projection du film est prévue en fin de l'automne 2018. On espère le programmer fin 2018. Il faut dire une chose, c'est que là, les rushs vont partir à Amiens pour l'étalonnage. De l'étalonnage, de Amiens vont revenir à Montluçon pour le montage. Et après, le son va repartir à Paris. Et alors, celui qui me fait le son à Paris, c'est un ancien, un jeune que j'ai eu aussi pour des spectacles qui s'occupait du son, et qui me le fait. Donc, il le fait en dehors de son travail. Donc, c'est quand même un peu long, disons. Voilà. Usagers, prenez vos dispositions. 36 jours de grève sont au calendrier des syndicats de la SNCF. À partir du mois d'avril et jusqu'en juin, la bataille du rail est lancée. Le massacre continue. Ce matin, un accident mortel sur la RCEA. Choc frontal entre un poids lourd et une voiture. Le conducteur de la voiture a été tué sur le coup. Dans la Creuse, avec la compagnie du Haut-Marchois, c'est le rendez-vous du Moyen-Âge dans toute sa tradition. De ville en ville, elle transmet les savoir-faire d'antan. Ils se sont regroupés au sein d'une association et installés à Crau dans la Creuse, la compagnie du Haut-Marchois. C'est une équipe de passionnés d'histoire médiévale qui a la vocation de valoriser la vie de village au Moyen-Âge. Elle parcourt le territoire français afin de transmettre cette passion. La compagnie du Haut-Marchois avait planté ses tentes au château de Cornudet, à Crau dans la Creuse. Présidée par Alain Corlet, elle fut créée en 2014.
C'est une quinzaine de membres qui transportent cette passion du Moyen-Âge au gré des demandes de la collectivité. La Compagnie du Haut Pays Marchois est une association loi 1901 qui a été créée le 8 janvier 2014 et elle a pour but de reconstituer le plus fidèlement possible la réalité historique du XIIe, XIIIe siècle. Un grand moment d'histoire avec la compagnie. Des récits, des contes, des légendes. C'est le programme de ces journées médiévales. Tout est en place et à sa place. Le mobilier, les tentes, les activités médiévales. Donc que ce soit au niveau des toiles de tente, du mobilier, des vêtements, des armes, leur offrir un petit verre d'Hippocrate ou d'ambroisie, les apéritifs médiévaux. Et voilà, c'est notre but. Et bien surtout, on fait ça par passion. On a un but pédagogique vis-à-vis du public, vis-à-vis des enfants. On fait des représentations dans les écoles, des ateliers. Soit on fait des camps exclusivement pour nous, ce qu'on appelle dans notre jargon des camps off, soit des municipalités, des châteaux, des privés peuvent nous contacter pour organiser une manifestation médiévale ou un camp de vie médiévale. En deuxième rangée, vous avez tout un modèle de casques qui sont rangés d'une manière plus ou moins chronologique. Le casque normand, deuxième modèle, vous imaginez Guillaume. Un chapitre de notre patrimoine pour le plaisir de tous et le savoir de tous. Notre moine calligraphe, donc il fait de la calligraphie. Nos dames, nos gentes dames font de la broderie de Bayeux, du tissage à la carte, des bijoux. Moi je suis un peu plus spécialisé dans le contexte armement. Sinon nous faisons des scénettes de combat. Donc on s'entraîne par rapport à des livres d'escrime médiévale. Donc on est encore une fois là de ce côté-là, on essaie d'être le plus fidèle possible. Toujours dans un esprit de convivialité, de fraternité et de sécurité. Un grand moment d'immersion au cœur de notre passé avec ces passionnés qui nous ouvriront les pages du grand livre de notre société. Merci de votre attention. Donc nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure, 19h. Et portez-vous bien.